4 temps. Choc. Chapitre 1. Quand j'avais 12 ans, un type en costard a accosté mes parents dans une pizzeria. J'ai cru qu'il était le manager du restaurant et qu'il venait nous demander si on voulait du parmesan ou quelque chose dans le genre. Mais il s'est tourné vers ma mère et lui a demandé de but en blanc si j'avais déjà pensé à être mannequin. Prise de court, ce qui ne lui arrive jamais, soit en disant passant, elle était foudroyée par la stupéfaction, la bouteille de sauce piquante à la main. Face à son absence de réaction, le type a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a posée sur la table devant moi. « Appelez-moi, j'aimerais faire des essais la semaine prochaine. » Je lui ai rendu sa carte sans même y jeter l'œil et j'ai répondu avec un grand sourire et très probablement un morceau de champignon coincé entre les dents. « Merci, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres ambitions dans la vie que de faire des photos retouchées et à moitié à poil pour des magazines débiles. » Le type a ouvert et refermé la bouche 2 fois de suite, a glissé la carte de visite dans sa poche et est sorti du restaurant. À noter que pendant toute cette scène, ma petite sœur Anaïs épluchait la garniture de sa pizza avec les doigts avant de l'aspirer en louchant, avec un bruit de succion immonde, ce qui est particulièrement hilarant. Ne va pas croire que je suis une bombe sexuelle ou que je raconte cette histoire pour me la péter, et soyons honnêtes, n'importe qui me connaissait depuis plus de 40 secondes sait que je préférais manger une assiette de morve tous les midis devant Art jusqu'à la fin de ma vie plutôt que de devenir mannequin. Il se trouve simplement que j'ai toujours été trop grande et trop maigre. Aujourd'hui, j'ai 16 ans. Je mesure 1m79 et je pèse 52,5 kg. Je précise, je ne me fais pas vomir dans les toilettes chaque fois que je mange un demi-petit pois. Je ne suis pas de régime miracle à base de graines de chia ou de brouillon de racines fourries comme ma mère. J'ingurgite même chaque jour autant de calories qu'il en faut pour nourrir une éléphante enceinte et quintuplée. Je ne grossis jamais, c'est ma constitution, ou l'intérêt de ce type dans la pizzeria. En dehors de ça, je suis une fille à peu près normale. À ceci près que je n'ai jamais aimé les robes de princesse, et moi les robes tout court. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'avoir joué à la poupée ou à la dinette. J'ai horreur du rose, et des paillettes, et des froufrous. Je ne me maquille pas, je ne sais pas faire. La plupart du temps, je porte des jeans déchirés et des sweatshirts à capuche. Et les éléments les plus féminins de ma garde-robe sont une paire de ballerines noires ignobles et une robe Zara atroce que ma mère m'a obligée à porter pour l'anniversaire de mon grand-père l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être parce que j'attends depuis maintenant 3/4 d'heure dans la salle d'attente de la gynéco et que je m'ennuie comme un rat décédé. Accessoirement, je risque une tendinite au pouce à force de faire défiler mon feed Instagram. Mon père, seul homme présent, assis sur la chaise Ikea, à côté de moi, tourne tranquillement les pages de l'équipe, étrangement aussi à l'aise dans la salle d'attente de la gynécologue que dans le canapé du salon à la maison. Je pousse un soupir exagéré et comme il ne réagit pas, je pose la joue contre son épaule. J'ai bien conscience que j'ai l'air d'une gamine débile à l'idolâtrer bêtement, comme quand j'avais 8 ans et demi, mais c'est plus fort que moi. Même quand je le déteste, je l'adore. Je m'ennuie. C'est bientôt à nous, Choupette. Arrête de m'appeler Choupette. Je ne suis pas un caniche, non. Ok, Choupette. On peut pas sécher. J'en ai ras-le-bol de passer ma vie chez la gynéco. À ce point ? Il lève la tête de son journal et me dévisage comme s'il avait été persuadé jusqu'ici qu'un rendez-vous chez la gynéco était l'équivalent d'un concert de Rihanna avec passe VIP. Je m'affale sur ma chaise, soupire à nouveau, mets mes écouteurs et sélectionne une playlist au hasard. J'en ai ma claque de ces rendez-vous. C'est la 3e fois en 18 mois. La semaine dernière, comme chaque fois, ma mère a débarqué dans ma chambre. Je l'ai vue venir à 12 000 km. Elle m'a demandé l'air de rien comment allaient Amel et Nico. Comment s'était passée ma journée. Au bout de 3 minutes, elle a balancé très vite sans lever la tête. Et sinon, côté garçon, rien de nouveau ? Arrête avec ça. Tu me dirais si tu envisageais de... Enfin, tu sais, je suis devenue rouge comme une tomate et j'en ai marmonné. J'envisage rien du tout. Arrête. Et évidemment que je ne lui aurais rien dit du tout si j'envisageais de... Enfin, tu sais. Ma mère est tombée enceinte de moi par accident quand elle avait 20 ans. Ils ont beau dire que ma naissance a été le plus beau jour de leur vie, l'idée que la même chose puisse m'arriver est la pire angoisse. Heureusement que je ne suis pas stupide. D'ailleurs, sinon, je pourrais mal le prendre. Elle est probablement la seule mère au monde qui rêve de me mettre
sous pilule depuis mes 10 ans et demi. Depuis que j'ai eu mes règles, je dois aller chez la gynéco 2 fois par an. En général, elle m'explique sur le trajet ce que signifie l'expression secret médical et insiste sur le fait que je peux poser au médecin toutes les questions qui me passent par la tête, vu qu'il n'a rien le droit de lui répéter. Une fois, elle m'a même demandé si je préférais qu'elle attende dans la voiture. Quand je ressors du cabinet, elle me dit systématiquement « Si tu as une ordonnance, on peut passer à la pharmacie. Comme je n'ai jamais d'ordonnance, on rentre à la maison. Léa Martin ». On se lève simultanément avec mon père. Je le toise, un peu étonné. « Tu ne peux pas venir avec moi ? Je sais, mais je voudrais juste parler rapidement en privé au médecin. Ok ?» Je me rassois interdite. La femme enceinte sur la chaise d'en face lui jette un regard surpris quand il entre dans le bureau à ma place. Il n'a pas vraiment une tête à s'appeler Léa Martin. Il ressort quelques minutes plus tard, me fait un clin d'œil et serre la main du médecin qui me dit en souriant « À ton tour, Léa ». La porte se referme derrière moi et je m'assois devant son bureau. Elle me pose des questions habituelles. Non, je n'ai pas de copain. Non, je ne suis pas sexuellement active. Avant de me demander de me déshabiller. Je retire à contre-cœur mon jean et ma culotte et mets les pieds dans les étriers. Je déteste ça. Heureusement que c'est une femme. Jamais de la vie je n'oserais faire ça devant un homme. Une fois que je suis rhabillée, elle me demande « Léa, est-ce que ça te dirait que je te fasse une ordonnance pour une pilule ?» Comme ça, le jour où tu voudras avoir un rapport sexuel avec ton copain, tu n'auras pas besoin d'en parler à tes parents. On aura juste besoin de te faire une petite prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas de contradiction. Ok ? Mon sac sur les genoux, je reste un instant silencieuse. Pesant le pour et le contre, pour. Je n'aurai plus besoin de venir ici. Contre. La prise de sang, j'ai la phobie de ce genre de truc. Je lui sors un sourire ultra gêné. Si vous voulez. Elle hoche la tête et se met à griffonner sur son ordonnancier tout en me rappelant qu'il est important de faire attention, que les moyens de contraception n'ont jamais protégé contre les MST et blablabla. Je plie soigneusement l'ordonnance en 4 et la glisse dans mon portefeuille, mal à l'aise. Une fois dans la voiture, alors que mon père tourne la clé dans le contact, je me demande « C'est toi qui lui as demandé de me faire une ordonnance ?»« Oui. Comme ça, tu n'as pas besoin d'y retourner trop souvent et ça me rassure ta mère. Cela dit, juste pour être clair, je pense que tu devrais attendre d'avoir une bonne 60 d'années avant de faire quoi que ce soit avec un garçon. » J'éclate de rire. Je suis probablement la seule fille au monde qui préfère aller chez la gynécologue avec son père plutôt qu'avec sa mère. Tu sais que j'ai pas le temps pour tout ça, de toute façon. Il passe tendrement une main dans mes cheveux et s'engage sur la route. Quand tu trouveras le bon, malheureusement, tu trouveras le temps. Je peux te poser une question ? Tu vas la poser de toute façon, alors vas-y. Ça fait combien de temps que tu es amoureuse de Nico ? 10 ans ? Il m'aurait demandé si j'avais l'intention de vendre ma virginité sur Internet. Je n'aurais pas fait une tête différente. Le temps de récupérer ma mâchoire tombée de stupéfaction au niveau de mes Nike Air Max en édition limitée, je lui réponds avec un air offusqué, absolument pas crédible. Mais ça va pas la tête, c'est mon meilleur ami, c'est tout. Je ne mens presque jamais à mon père. Ce n'est pas la peine, puisqu'il ne m'engueule presque jamais. Mais je ne peux pas lui parler de Nico. Nico est mon meilleur ami. Ex-Hako avec Amel, bien sûr. Et la vérité, c'est qu'il est tout à fait logique que je sois amoureuse de lui, puisque d'une part, 100% des filles du lycée sont dingues de lui, et d'autre part, il est l'incarnation absolue de la perfection. Et puis, je ne suis pas amoureuse de Nicolas Roussel. Amoureuse ne décrit même pas le début du commencement de ce que je ressens pour lui. Comme Amel ne me l'explique régulièrement, en se foutant largement de ma gueule, il serait beaucoup plus approprié de dire que je brûle, voire que je me consume désespérément d'amour pour Nicolas Roussel, telle une chipolata sur un barbecue en enfer, et ce depuis le jour de notre rencontre devant le vestiaire des mecs du gymnase de Tarny, qui, toujours selon Amel, et bien qu'elle n'y ait évidemment jamais fichu un pied, pue la transpiration et le déo Axe d'Art Temptation, soit à ce jour pour répondre à la question de mon père, 6 ans, 2 mois, 3 semaines et 4 jours. Autant dire que la chipolata a eu le temps de cramer. 6 ans, 2 mois, 3 semaines et 4 jours que Nico a pour sa part mis à profit pour se taper 100% des filles qui passaient dans un rayon de moins de 3 mètres de lui, sauf Amel et moi, bien sûr, et à me le rencontrer. À quoi servirait une meilleure amie si ce n'est à lui donner des conseils sur le meilleur moyen de coucher avec l'intégralité de la planète ? Mais je ne désespère pas. Je sais qu'un jour, il comprendra que celle qu'il cherchait était en fait juste devant lui. Et j'aurai enfin le droit de mon happy hand
comme dans un film américain. En attendant qu'il se réveille, je n'ai effectivement pas le temps pour les garçons, parce que comme je l'ai expliqué au type de la pièce derrière, j'ai de grandes ambitions dans la vie. Mon père hoche la tête, l'air indéchiffrable. Tant mieux, si tu le dis. J'essaie de ne pas me focaliser sur la signification de ce tant mieux. Il me dépose à la maison avant de repartir au travail. Je descends et je lui lance merci, pape. De rien, choupette. Et comme dirait Lara Fabian, je t'aime. Je lève les yeux au ciel et claque la porte en dissimulant un sourire. Je ne sais pas ce qui est le pire. Les mêmes vannes pourries qu'il fait en boucle depuis des années, ses goûts musicaux atroces, ou le fait qu'à 16 ans passés, cette phrase qu'il m'est sortie 200 millions de fois continue de me faire marrer.